Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Nourrir, Manger et je suis Bruno Parmentier. Dans cette première vidéo E1 d'une série de 4 sur les rapports entre l'agriculture et le réchauffement climatique, nous allons analyser les effets délétères, voire catastrophiques, que va provoquer le réchauffement climatique sur l'agriculture des pays tropicaux. Nous verrons par ailleurs que l'agriculture est 3 fois concernée. Elle est à la fois la principale victime, comme on va le voir aujourd'hui, elle est aussi une des principales causes du réchauffement climatique, mais elle est aussi une des principales solutions, puisque c'est pratiquement la seule activité qui permet de reprendre le carbone de l'atmosphère et de le stocker. Le but, rappelons-nous, est d'augmenter de 70% la production agricole mondiale d'ici à 2050, pour faire face à la fois à l'augmentation de la population, à l'augmentation des classes moyennes qui vont consommer de la viande et boire du lait, donc du concentré de végétaux, et malheureusement au fait que les riches gâchent plus que les pauvres. Le problème va être particulièrement aigu dans les pays tropicaux d'Afrique et d'Asie qui vont cumuler tous les inconvénients. On considère que les pays les plus menacés par le réchauffement climatique, à part les petites îles du Pacifique, c'est le Bangladesh, la Guinée, le Sierra Leone, Haïti, le Soudan, le Nigeria, le Congo, le Cambodge, les Philippines et l'Éthiopie. Donc vous voyez, 2 régions du monde où justement c'est là qu'actuellement on n'arrive pas à se nourrir, c'est là que réside la majorité des gens qui ont faim, et c'est là que malheureusement le réchauffement climatique va vraiment produire des effets absolument incontournables. Alors la première conséquence dans les pays tropicaux, c'est l'augmentation de la puissance des cyclones. Je dis bien de la puissance et non pas du nombre. Le nombre de cyclones est à peu près le même, mais la puissance du cyclone dépend directement de la température de la mer. En fait, un cyclone se produit dans un grand océan lorsque l'eau fait au moins 26 degrés sur 50 mètres de profondeur. Mais évidemment, si elle fait 27, 28, 29, 30 ou 31, la puissance du cyclone est beaucoup plus forte sur cette courbe. Vous voyez à peu près le parallélisme entre la température de la mer et la force du cyclone. Alors, il y a d'autres phénomènes de cisaillement, l'effet El Niño, etc., qui fait que c'est plus complexe, c'est pas direct. En fait, tout le monde peut comprendre que plus il fait chaud, plus il y a de l'évaporation et plus les cyclones peuvent être forts. Or, les cyclones sont extrêmement destructeurs. Alors, à la télé, on voit tout de suite les inondations, les catastrophes, les villes, etc. Mais pour l'agriculture, le cyclone, c'est absolument épouvantable. Les cultures sont détruites une fois que le vent les a couchées. Alors, pour faire bref, quand le cyclone est passé, c'est pas tellement qu'il n'y ait plus de bananes, c'est qu'il n'y a plus de bananiers. Donc, prévoir plusieurs années avant de se remettre à faire réellement des bananes. Et puis alors, ne parlons pas des arbres. Dans les pays tropicaux, c'est très important d'avoir une couverture d'arbres parce que les terrains sont souvent en pente et il pleut très fort. Quand vous regardez ces 2 photos, avant et après le cyclone Irma de 2017, qui a eu des vents de 287 km/h, qui a dévasté les Antilles, vous voyez qu'elle a changé de couleur. Tous les arbres sont tombés. Eh bien, il faut se rendre compte que l'agriculture, c'est terminé. Il n'y a plus d'arbres. En quelques années, les pluies diluviennes vont lessiver le sol, toute la terre va partir dans la mer, il ne restera plus que le rocher. Donc, dans un cas comme ça, l'agriculture est menacée pour des dizaines d'années, voire des siècles. On a aussi les inondations catastrophiques avec la rupture des digues. Par exemple, en mai 2008, le cyclone Nargis, qui a provoqué 130 000 morts en Birmanie, a submergé 570 000 hectares. Et, soyons clairs, c'est souvent, avec le cyclone, de l'eau salée, de l'eau qui vient de la mer.
Donc une fois que les hectares ont été inondés avec de l'eau salée, il faut des années et des années pour dessaler la terre et pouvoir cultiver à nouveau. Autre exemple, en novembre 2013, Hainan, le plus violent de l'histoire moderne, a envoyé des vents de 380 km/h sur les Philippines, un pays de 7000 îles et 36 000 km de côte. Et il y a 100 millions d'habitants dont la vie a été complètement perturbée. Tous les pays tropicaux sont menacés. Les Caraïbes, l'Inde, les Philippines, l'Indonésie, mais aussi Madagascar, la Réunion, j'en passe, et des meilleurs, et même le sud des États-Unis. Et ça, la télévision nous en parle souvent. Et donc, toutes ces régions voient leur agriculture extrêmement menacée. Le deuxième risque du réchauffement climatique, c'est l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des canicules. Alors, soyons clairs, on n'a pas la même définition des canicules à Coutances et à Cotonou, au Croisic ou au Caire. Mais partout, ces canicules vont mettre en péril l'équilibre écologique et la survie des plantes qui étaient habituées à pousser dans cet endroit. Mais maintenant, on voit des températures qui franchissent les 50 degrés en Australie, en Inde, en Algérie, en Irak. Évidemment, ce sont les hommes qui en pâtissent, mais aussi évidemment les animaux et aussi les plantes. On voit par exemple que l'Australie, qui était un grand pays agricole, est en train de devenir purement et simplement un désert inhabitable. Il ne faudra pas trop compter sur l'Australie, dorénavant, pour nourrir d'autres peuples de la planète. La troisième idée, c'est la disparition des deltas fertiles. Il faut se rendre compte qu'une bonne partie de l'agriculture du monde, l'agriculture qui compte, elle est faite sur les deltas, c'est-à-dire les endroits qui sont parmi les meilleures terres qui existent, puisque c'est des alluvions qui ont drainé plein d'éléments nutritifs. Enfin, les deltas des fleuves, par essence, c'est très bas. Alors, le niveau de la mer va monter. Alors, de combien il va monter? Quand j'étais plus jeune, on pensait que c'était 50 cm. Maintenant, le plus probable, d'après le GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux sur le climat, c'est que ça dépasse le mètre, quoi qu'il arrive. La mer va monter d'1 mètre. Alors, à marée basse, et quand il n'y a pas trop de vagues, ça va. Mais quand c'est marée haute et qu'il y a des tempêtes, c'est absolument dramatique. Mais attendez, si on continue à être responsable, c'est même pas 1 mètre, c'est 2 mètres, probablement. Alors, il faut se rendre compte que c'est déjà un phénomène urbain, parce qu'une bonne partie des grandes villes de la planète sont au bord de la mer. Miami, New York, Tokyo, Singapour, Canton, Jakarta, Abidjan, Amsterdam, Rotterdam, etc., sans compter les îles. Alors, regardez par exemple l'Égypte. L'Égypte, c'est un désert traversé par une rivière. Il y a très peu de terres cultivables. Pratiquement, les seules vraies terres cultivables, c'est le delta du Nil. Le triangle entre Leclerc, Alexandrie et Port Saïd. Tout ça, c'est très bas. Tout ça, c'est tout près de la mer. Ça va être englouti. Alors, plus ou moins, il y a des prévisions optimistes et des prévisions pessimistes. Mais le plus probable, c'est que ce delta du Nil va devenir une mer pour une bonne part, soit peut-être la majorité. Et donc, l'essentiel de l'agriculture égyptienne va disparaître. Or, elle n'arrivait déjà pas à nourrir les Égyptiens. Le Bangladesh, alors là, c'est un cas absolu. Le Bangladesh, il faut s'imaginer que c'est comme une immense Camargue. C'est le delta du Gange et du Brahmapoutre. Alors, d'ores et déjà, lorsqu'il y a vraiment des tempêtes et des inondations, c'est pas des petites inondations, c'est à peu près 40% du pays qui est inondé. Mais ce pays a 150 millions d'habitants. Il devrait dépasser les 200 millions d'habitants en 2050. Il va falloir évacuer probablement l'équivalent du tiers du pays d'ici 2050, dans un pays qui déjà n'arrive pas à se nourrir, qui est un des plus pauvres de la planète et qui aura 200 millions d'habitants. Je ne sais absolument pas comment ils vont faire, à la fois pour survivre et surtout pour se nourrir. Au Vietnam, par exemple, le delta du Mekong.
Alors le Mékong, c'est un fleuve extraordinaire pour l'agriculture. Le delta du Mékong, vous savez, en dessous de Ho Chi Minh, Saigon, il y a 17 millions d'habitants qui habitent là. C'est la moitié de la production agricole du Vietnam, donc l'essentiel du riz, qui est l'aliment de base. Il est probable qu'au moins la moitié, sinon les 2 tiers de ce delta, va disparaître sous la mer. Comment ils vont faire? Les gens, ils vont aller dans les montagnes. Mais alors, pour se nourrir, comment ils vont faire? Il est très probable que le Vietnam, qui est déjà un grand exportateur de riz, redeviendra un importateur de riz. Autre élément dans cette liste qui n'est pas très gai. Les deltas, d'accord, vont disparaître, mais les déserts, eux, ils avancent. Eh oui, parce que il y a des zones semi-arides juste à côté du désert, ces zones de savane se désertifient. Regardez le Sahel, par exemple. Le Sahel, alors là, c'est magnifique. Il y a le Sahara, qui est le plus grand désert du monde. Il fait quand même 5500 km de long. Et puis, il y a une bande de 400, 500 km, qui n'est pas tout à fait le Sahara, parce qu'il pleut un petit peu. Pas beaucoup, un petit peu. Alors, les agronomes disent, dans ces pays chauds, c'est même pas la peine d'essayer de se faire à manger à moins de 300 mm d'eau. 300 mm d'eau dans un pays très chaud, c'est pas beaucoup, hein, c'est à peu près le tiers de ce qui tombe en Bretagne, hein, ou le quart. Cette limite des 300 mm d'eau, avec le réchauffement climatique, dans les dernières décennies, elle a avancé de 200 km. On a dû donc liquider, vider, un espace qui fait 5500 km de long et 200 km de hauteur. Entre parenthèses, pour situer, c'est 2 fois la superficie de la France. Mais attendez, il y avait des gens là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs clics, leurs claques, leurs animaux, leurs troupeaux, leurs familles. Ils sont allés plus au sud. Et là, il s'est passé 2 phénomènes. D'une part, ces gens-là sont majoritairement des éleveurs. Donc, il y a eu un surpâturage. Les chèvres ont mangé tout ce qui restait. Et puis, on a découvert un peu, on va se le faire à la Suisse, hein. Elles mangent une fois. Et après, on est obligé de partir. Mais c'est pas fini, il n'y a pas que les chèvres. On coupe du bois pour se faire à manger. Parce que, on n'a pas d'autres sources d'énergie faciles. Donc, la déforestation est épouvantable. Donc, ceux que n'ont pas mangé les chèvres, on le coupe pour se faire à manger. Alors, de la même manière, on se fait à manger une fois. Et donc, le désert, en fait, il a avancé non pas de 200 km, parce que du point de vue écologique, c'est 200 km, mais en fait de 400. 200 km à cause des pluies, 200 km à cause de la désertification. Donc, en fait, le Sahara s'est étendu sur une zone qui représente à peu près 4 fois la superficie de la France. C'est dommage parce que c'est juste au moment où l'augmentation de la population arrive. Ils n'étaient pas très nombreux, mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Regardez, les pays du G5 Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad, si j'y rajoute le Soudan, ils totalisaient environ 33 millions d'habitants en 1980, aujourd'hui plus de 100 millions, dont la moitié de moins de 15 ans. Et ils vont passer très probablement entre 200 et 250 millions en 2050. Donc il va y avoir une pression humaine absolument considérable sur des régions du monde qui vont devenir de plus en plus hospitalières. Donc, faut pas se plaindre, grosso modo, si ils se font la guerre de partout, hein. Il y a rien à boire, il y a rien à manger, on se fait la guerre. Et en tous les cas, la possibilité que ces pays arrivent à l'indépendance alimentaire est extrêmement faible et elle diminue chaque année. Et en plus, c'est compté sur les tempêtes de sable, parce qu'une fois que la Terre est vraiment nue, bonjour les tempêtes de sable. Regardez sur cette photo qui est la corne de l'Afrique, c'est incroyable, c'est des nuages absolument considérables. L'Afrique exporte sa terre. C'est pas par hasard que quelquefois en France, on se réveille le matin et il y a de la poussière blanche sur les voitures. Oui, c'est de la terre de l'Afrique qui arrive. Et donc, cette désertification, elle n'est pas prête de revenir en arrière. Ça va donc être très difficile de manger dans ces régions du monde. Alors, une autre idée, c'est qu'on va manquer d'eau pour irriguer. On va manquer d'eau pour nourrir les plantes. Alors, j'ai fait
une série de vidéos spécialement sur ce problème de l'eau. Donc, je ne m'attarde pas ici. Enfin, toutes les nappes phréatiques sont en train de baisser. Ça baisse en Inde, ça baisse au Pakistan, ça baisse au Mexique, ça baisse dans le sud des États-Unis, ça baisse en Iran, ça baisse au Yémen, en Arabie Saoudite. À la fin, eh ben, il n'y a plus d'eau. On ne pourra plus irriguer. Mais c'est la même chose pour les lacs. C'est la même chose pour les rivières. Le lac Tchad est en train de disparaître totalement. La mer d'Aral est en train de disparaître totalement. Pourtant, c'était parmi les plus grandes réserves d'eau douce au monde. Mais c'est pareil pour les rivières. Les rivières sont à sec une bonne partie de l'année. Donc, ça n'est pas parce qu'on mange aujourd'hui dans une région où on irrigue avec de l'eau de pluie qui est tombée il y a 10 000 ans que l'on pourra manger demain, une fois qu'on aura terminé ces nappes, une fois que les lacs seront vraiment à sec, une fois que les rivières seront vraiment à sec. Donc là encore, ça n'est pas parce qu'on mange aujourd'hui qu'on est assuré de manger demain. Voyez les vidéos que j'ai faites sur le problème de l'eau. Une autre idée, c'est que les maladies et les épidémies, les problèmes sanitaires vont se développer considérablement. Il faut dire que la cohabitation de plus en plus étroite entre les hommes et les animaux, dans les régions humides et chaudes, ça favorise l'apparition de virus, de microbes, qui passent de l'homme à l'animal, et puis l'avion et l'oiseau migrateur se chargent de les répandre sur la planète. Et donc, même dans les pays tempérés, on a ces maladies, mais évidemment, c'est dans les pays tropicaux qu'on les aura beaucoup plus. En particulier à cause des insectes. Le criquet se reproduit à une vitesse absolument phénoménale lorsque les conditions écologiques s'y prêtent. En 2003-2004, les criquets ont annihilé purement et simplement la végétation sur 65 000 km² sur 9 pays. Le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad, l'Algérie, la Libye, le Maroc et la Tunisie. Mais bon, ça arrive tous les 6-7 ans, en janvier 2020. C'est la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie, le Kenya, le Yémen. C'est un essaim de 2400 km² formé de 200 milliards de criquets. Ils consommaient 400 000 tonnes de nourriture par jour. Eh bien évidemment, à la fin, on ne peut plus manger. Les criquets ont absolument tout mangé. Cette année 2020, un autre de même ampleur sévissait à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Donc malheureusement, avec le réchauffement climatique, ce genre d'événement dramatique risque de se multiplier. Un autre phénomène est la baisse des rendements. En fait, d'un côté, on peut se dire, s'il y a plus de gaz carbonique, c'est le carburant des plantes, le gaz carbonique. S'il y a du soleil, du gaz carbonique et de l'eau, c'est plutôt bon. Mais, au-dessus d'une certaine température, le rendement des céréales ne cesse de baisser. En fait, l'Asie pourrait perdre 5 à 10% de ses récoltes, l'Afrique 15% de ses récoltes, uniquement à cause de l'augmentation de la température moyenne. Allez, prenons deux exemples de produits tropicaux bien connus. Le café. Le café arabica, par exemple. C'est à peu près 60% de la production actuelle de café. Bon. Mais le café, c'est pas une plante des pays très chauds. Alors, c'est pas non plus une plante des pays où il gèle, le caféier supporte pas le gel. Mais enfin, le caféier s'épanouit entre 19 et 25 degrés. Quand le thermomètre monte à 30, à 35, voire à 40, le caféier n'aime pas. Alors, dans un premier temps, on le fait monter en haut, plus haut dans la montagne. Enfin, au bout d'un moment, il n'y a plus. Ou bien plus au nord. Bon. Et au bout d'un moment, ceci s'arrête. Autrement dit, avec le réchauffement climatique, le café arabica est directement menacé. Il n'est pas du tout sûr que dans 20 ans ou 30 ans, on puisse boire son petit café, son petit expresso. Il faudra peut-être passer au plan B, genre chicorée. Un autre produit très emblématique, c'est le riz. Ah oui, parce que c'est la base de la nourriture pour la moitié de l'humanité. Les rizières couvrent
142 millions d'hectares en Asie. Les experts pensent que 16 millions de ces 142 millions d'hectares sont menacés par le sel, 22 millions par les inondations, 23 millions par la sécheresse et souvent par les trois. Autrement dit, ce qui est la richesse, ce qui est la sécurité alimentaire d'une bonne partie des pays asiatiques sera maintenant beaucoup plus aléatoire. Donc il va falloir très probablement tripler la production agricole en Afrique, doubler parce que la population va doubler et tripler parce qu'actuellement une bonne partie de la population ne mange pas à sa faim. Et ça va être le continent qui va le plus souffrir de ces problèmes de réchauffement climatique. Mais il faut aussi doubler la production agricole en Asie. Et là, ils sont déjà nettement meilleurs en agriculture, donc c'est plus compliqué d'augmenter encore les rendements. Et là, il y a très peu de terre, il y a très peu d'eau, et les effets du réchauffement climatique vont être extrêmement délétères. Donc, le réchauffement climatique menace directement la capacité de se nourrir d'une bonne moitié du monde. Dans la vidéo suivante, E2, nous allons voir ce qu'il en est dans les pays tempérés comme la France. Alors bon, c'est des effets qui sont quand même moins délétères, mais enfin qui sont bien réels. Et puis, dans la troisième, on va voir que l'agriculture est aussi une cause du réchauffement climatique. Et dans le quatrième, comment est-ce qu'elle peut devenir une solution? Merci de votre attention. Rendez-vous sur les 3 prochaines vidéos.